chaudron. Tu me dis Alice quand c'est bon. Ok, pardon. Donc dernière conférence de la journée de Toulon, parce qu'ensuite à Paris il y a Fabrice Hibert qui converse avec Gilles Couder du site de Paris. Je vous présente. Donc on reçoit Katia Kamili, artiste et réalisatrice franco-algérienne, qui présente en ce moment au FRAC de Marseille une exposition qui s'achèvera d'ailleurs le 19, donc dimanche. Elle a allumé le vide du passé, s'appelle cette exposition, composée de 3 pièces vidéo. C'est une exposition monographique. Donc Katia Kamili, sa pratique, donc est vidéaste, sa pratique repose sur une démarche de recherche. Elle combine le fait culturel et le fait historique et alimente des formes plurielles de son imaginaire plastique et poétique. Elle se considère comme une traductrice. La traduction n'est pas un simple passage entre deux cultures, ni un simple acte de transmission, mais fonctionne aussi comme une extension de sens et de forme. Donc finalement, elle propose un tiers-espace, une autre compréhension. Une écriture des récits apparaît au sein de son travail. Elle met en lumière une histoire globale faite de frontières poreuses et d'influences réciproques, afin d'ouvrir une voie réflexive et génératrice d'un regard critique sur le monde. Donc finalement pour des territorialités complexes et des constructions politiques aussi. Donc son travail a trouvé une visibilité et une reconnaissance sur la scène artistique et cinématographique internationale et a été montré lors d'expositions personnelles et collectives dans de nombreux musées et institutions. Donc je vous laisse la parole pour allumer le vif du passé. Bonjour à tous, ça va pour le son? Donc bonjour à tous, je suis donc Katia Kamili, merci pour cette introduction. Donc voilà, je vais vous parler de mon travail et ça tombe plutôt assez bien parce que je pense que ça va qu'on va complètement rentrer dans le fil de ce qui a été proposé juste avant et justement de cet espace de l'entre-deux. Donc comme on vous l'a explicité, je suis d'origine franco-algérienne, donc cet espace de l'entre-deux, en fait, je suis née dedans, vraiment entre deux territoires, avec beaucoup d'allers-retours, ce qui permet, en fait, ce qui m'a permis, en tout cas, de prendre de la distance avec chacun de ces territoires et d'essayer de trouver le mien. Et c'est finalement au travers des lectures d'un penseur, critique théoriste qui s'appelle Homi K. Bhabha, d'origine indienne, et qui a développé dans un livre qui s'appelle The Location of Culture, que je vous conseille, qui développe ce concept de tiers-espace. Donc ce tiers-espace, en fait, c'est un espace un peu de projection aussi. C'est un espace qui permet en fait de regarder d'autres espaces, d'autres terrains. C'est un espace où les choses se mêlent et où on peut les reconstruire. Voilà, donc c'est un peu ce qui est à l'œuvre dans mon travail. J'ai intitulé cette prise de parole les territoires polyphoniques, parce que j'ai l'impression de me situer un petit peu là, entre différentes voies, différents terrains. Donc voilà. Donc je vais commencer par vous parler de l'exposition qu'on peut voir au FRAC jusqu'à dimanche, qui s'appelle donc que j'ai intitulée Elle a allumé le vif du passé. C'est une phrase qui ne m'appartient pas en fait, que j'ai empruntée à une autrice algérienne qui s'appelle, je m'assois, Assia Djebar, et qui est un personnage important dans la culture française et algérienne, puisqu'elle fait le lien aussi entre les deux territoires. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu son nom auparavant. Elle a écrit plus d'une quinzaine de livres et elle est devenue une des premières académiciennes françaises d'origine étrangère. Donc c'est une sorte de gros mouvement, on va dire. Et c'est aussi la première réalisatrice algérienne qui a fait un film sur des femmes algériennes. Voilà. Et donc j'avais envie de lui rendre un hommage. Et il y a quelques morceaux de son film qui sont dans le 3e chapitre d'une trilogie que j'ai appelée le roman algérien, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3.
Donc la polyphonie aussi des territoires, on la retrouve aussi dans ma manière de travailler. Donc cette trilogie, en fait, je l'ai commencée en 2016. Et j'ai réalisé le 3e chapitre en 2019. Donc voilà, ça s'étend quand même pas mal. Travailler de cette manière-là, donc je développe d'autres projets parallèlement. Un autre dont je vais parler qui s'appelle Stream of Stories, le flux des histoires. Et puis un autre qui est plutôt un projet que je développe sur la musique rail et son histoire. Et donc au FRAC, Provence-Alpes-Côte d'Azur, j'ai 2 niveaux, j'ai 2 plateaux. Donc le premier plateau qu'on va voir un petit peu là. Désolée, je suis pas. Non, c'est pas ça. Ouais, je suis pas très PC. Alors, j'avance. Voilà, donc en fait, bon, déjà on rentre dans l'exposition par une très grande photo qui ne m'appartient pas non plus, qui est une photo d'une journaliste algérienne, un photoreporter qui s'appelle Louisa Ami, et qui est une photo donc, ce qu'on voit, c'est un homme qui cache le regard d'une femme, et il y a une scène d'horreur autour d'eux. Et c'est une très, très grande image, comme ça, et qui questionne aussi notre propre regard et notre faculté à regarder ou ne pas regarder certaines choses. Voilà, le dispositif, je trouvais que c'était important de vous en parler, puisqu'il y a peut-être qui se dessinent, qui iront vers la scénographie d'exposition. Le dispositif, je l'ai vraiment pensé de manière contextuelle. C'est un très grand plateau, le FRAC comme ça, et qui n'est pas du tout facile à maîtriser. Cette trilogie, je voulais qu'en fait on y rentre de manière effectivement polyphonique. Donc en fait, j'ai créé 3 modules de cinéma, qui sont des mini-cinémas, on va dire, et dans lequel on se promène du chapitre 1 vers le chapitre 2 ou 3. On peut faire une sorte de dérive comme ça, à travers ces images. Donc dans chaque cinéma, en fait, le principe, c'est que quand on est calé à l'intérieur de l'alcôve, on entend vraiment le son du film qu'on est en train de regarder. Mais quand on se balade au milieu de cette trilogie, en fait, on a une polyphonie de voix, et voilà, qui nous amène vers tel ou tel chapitre. Voilà, donc différentes vues. Donc voilà, là on voit un petit peu plus techniquement à quoi ressemblent ces modules. Donc c'est assez simple, mais voilà, c'est un petit jeu entre le son et l'espace, et ça qui n'est pas si simple à gérer. Voilà, et au fond de cette exposition, on peut voir des caissons lumineux qui s'appellent, c'est une série qui s'appelle From Negative to Positive, et qui sont aussi des images, qui sont des négatifs de cette photographe algérienne qui s'appelle Louisa Ami, et qui en fait m'intéresse parce que c'est une des seules photoreporters algériennes, et qui a commencé sa carrière très jeune pendant les années du terrorisme en Algérie. Donc c'est des archives qu'elle n'a jamais montrées. Il a fallu un certain temps pour qu'elle prenne, pour qu'elle ait envie de rouvrir cette boîte de négatifs, et parce que c'est un travail qu'on n'a pas lu et qui me semble important. Donc je le révèle à travers ces caissons lumineux. Voilà, ce qu'on peut voir dans ces images, quand on les regarde avec attention, c'est comment en fait l'histoire se répète, comment en fait les images de l'indépendance algérienne ressemblent beaucoup aux manifestations qu'il y a eu dans les années 90 en Algérie, et comment en fait ces images renvoient au Irak algérien qui a eu lieu il y a 2 ans, en fait, où vous avez vu en fait ces manifestants, toute la population algérienne ressortir dans la rue pour essayer de reprendre son pouvoir.
Alors, le roman algérien chapitre 1, je vais vous en passer un petit extrait, enfin un petit bout, mais je vous explique un tout petit peu parce que c'est des films qui font... celui-ci fait 18 minutes. En fait, je pars d'un kiosque à Alger, qui est un kiosque sauvage, et qui vend des images. Donc c'est une sorte de commerce assez étrange. Il vend des images de différentes catégories. Donc il a des cartes postales du début du siècle, qui sont des images coloniales. Et il a des images d'hommes politiques qui sont venus à Alger. Par exemple, il y a toute une série sur les Black Panthers, parce que l'Algérie, à un moment donné, après l'indépendance, a été un terrain pour les indépendantistes du tiers-monde, qui sont tous venus là. Et puis, il y a des images d'architecture, des images d'hommes politiques plus récents. Et en fait, tous les matins, il vient avec des petites boîtes d'images et il s'agrippe sur la Banque nationale algérienne. C'est dans une des artères principales d'Alger. Et tous les matins, un peu comme un théoricien aussi des images qui s'appelle Abi Warburg, en fait, tous les matins, il redessine une histoire de l'Algérie à travers ces images. En fait, il y a très très peu de musées en Algérie, très peu de lieux culturels. Et donc, en fait, les gens... donc c'est un terrain de polyphonie, justement, puisque en fait, les gens, les passants, donc il y a les collectionneurs, mais les passants, qui commandent ces images, qui achètent ces images. Donc, il a des reproductions qui vont très peu cher. Et puis, il a ces cartes postales originales qui sont un peu plus cotées sur le marché. Voilà, qui s'adressent plus, celle-là, à des collectionneurs. Donc, ce petit business d'images m'a toujours interrogée, parce que ça fait très très longtemps qu'il existe. Je me suis demandé, en fait, donc, qui achetait ces images et pourquoi. Voilà, donc je vais vous montrer un petit extrait. J'y arrive. Ah oui, mais sinon vous aiderez. Alors, attendez, hop. Donc je sors complètement. Ouais. Désolée. Voilà le 1. Je me laisse faire. Ça commence par une danse. J'ai une relation, oui, comme tous les Algérois, importante avec ce mur ou ce kiosque, je vais dire ce kiosque. J'y passe très souvent, pratiquement tous les jours, c'est pas très loin de chez moi. Et effectivement, je m'arrête régulièrement devant ce kiosque et je vois donc ce défilé d'images, de cartes postales anciennes, de photos des anciens politiciens, parce qu'effectivement, pour moi, c'est très très emblématique du rapport que l'Algérien entretient à son territoire. Ça m'a toujours interpellée cette envie qu'on a toujours de trouver des représentations d'Alger, des femmes, enfin de tous les personnages qu'on voit sur ces cartes, un peu à l'ancienne, en noir et blanc. Pourquoi ce désir Pourquoi revenir à ça? Tu sais qu'il n'y a pratiquement pas de carte postale d'Alger. Hein. Tu peux chercher partout ailleurs dans Alger. C'est vrai qu'on n'a pas de touristes. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse à ce genre d'imagerie?
Alors je me demande au fond ce que va chercher le public algérois dans ces images. Pourquoi est-ce ce vendeur tient le coup? Donc ça veut dire qu'il vend des photos. Et qui peut lui acheter des photos? Qui sont les collectionneurs? Et pourquoi on collectionne? Pourquoi est-ce qu'on collectionne? Moi, personnellement, j'aurais pas envie de collectionner les photos de Bouteflika, de Nasser. Ça ne me viendrait pas l'idée de collectionner des photos comme ça. Mais la question est intéressante. Pourquoi ça donne l'occasion d'un stand de vente permanente? Futur, et puis cette espèce de black-out de la décennie noire, où effectivement il n'y a absolument aucune photo. On a commencé timbres, c'est-à-dire les timbres d'Algérie, je suis à Le Monde, je suis à Khar. On fait un mélange, c'est-à-dire un mélange de collections. On a commencé aussi de ramener des photos, des cartes postales anciennes. C'est-à-dire la vieille Alger, les tenues traditionnelles, au fil du temps, بالعقل كانوا يجوني دراري صغار مفاروق ولا عندك اكزومبل اونسيان فوتو تاع الحواس بالكاسكيط تاع هكذايا ولا عندك عميروش ولا عندنا ما نقولوش مي هذا واش كاين on connaît pas des... Mais bon, en tout cas, voilà, ça vous met un peu voilà, je voulais vous montrer un petit peu le terrain avec lequel je commence. Donc c'est ce kiosque qui me permet d'interroger des étudiants en histoire, des historiens, des personnalités qu'on ne voit pas à l'écran, elles sont en voix off. Ça permet aussi, je pense, de s'accrocher beaucoup plus à ce qui est dit. On reste sur le kiosque, en tout cas en images, on reste sur ces images et on entend cette polyphonie d'interprétation de qu'est-ce que représente ce lieu, qu'est-ce qu'il veut dire d'une société. Voilà. Alors, et on ne donne pas de réponse à la fin de ce chapitre, en fait. C'est juste un chapitre comme ça qui ouvre un questionnement. Donc je vais passer, comme on est dans les films, je vais passer au chapitre 2. Non, on va directement passer au chapitre 2. Et donc dans le chapitre 2, je convoque une femme que j'ai beaucoup lue, qui s'appelle Marie-Josée Monzin, qui est une grande philosophe des images, qui est née en Algérie, qui a vécu, qui est retournée aussi après l'indépendance. Donc on en entend un peu moins parler que d'autres philosophes des images, et j'avais aussi très envie de la faire réapparaître. Et puis je savais qu'elle avait qu'elle a vraiment un attachement pour ce territoire. Elle connaissait ce kiosque, et en fait la conversation elle s'est établie de manière extrêmement simple, c'est-à-dire qu'en fait ce film, le premier chapitre, a été montré au MUSEM dans une exposition qui s'appelait Made in Algeria, qui a été commissionnée pour cette exposition, et elle m'a écrit un message en me disant j'adorais votre film, voilà, et on a commencé une conversation, et assez vite l'idée est venue de lui faire réinterpréter, de lui faire interpréter sa lecture, enfin de donner au spectateur sa lecture de ce premier chapitre. Donc par exemple, quand vous êtes dans l'exposition, vous allez dans le 1, vous faites une première lecture, et puis dans le deuxième chapitre, vous êtes face à une deuxième lecture. Donc vous êtes automatiquement, en tant que spectateur, obligé de remettre en question tout ce que vous avez réfléchi et la manière dont vous l'avez réfléchi. Donc voilà, que je rejoins assez tout ce qui a été dit auparavant. Alors, le dispositif, du coup, de ce chapitre 2, qui est plus long, qui fait 34 minutes, donc on la retrouve dans une salle de cinéma. Il y a un jeu, je me suis beaucoup amusée avec l'image aussi, donc elle commente. Et il y a tout ce jeu avec l'image, on la voit en tant que spectatrice, donc à la place du spectateur. Et puis, il y a tout un jeu, on voit la projection du film dans son iris, sur son visage. Il y a un moment où, littéralement, elle a la projection sur son corps. Parce que je connaissais déjà, en fait, le début de mon 3e chapitre, à partir du moment où j'ai réfléchi au 2e. Mais je ne savais pas ce qu'elle allait me dire. Donc, je vous en montre quelques extraits, comme ça.
ça va mieux fonctionner. À une forme littéraire, et que là, le roman, il est créé verbalement par ceux qui regardent ces images et qui sont devant un objet non littéraire. Et la façon dont le film est construit, qui démarre comme ça avec une danse, est quelque chose qui n'a pas d'âge, qui n'a pas été touché par la colonisation, la musique, la danse, les hommes qui dansent, etc. Donc on est d'emblée dans une sorte d'image qui a traversé la colonisation, survécu à la colonisation et qui est encore là, devant la Grande Poste, et puis ce mur. Tandis qu'à la fin, je suis au bord du trottoir et je regarde défiler la fanfare. On sent très bien qu'on n'est pas dans une grande affaire républicaine et bien organisée, mais en même temps, dans une mimétique, malgré tout, de l'Occident, où l'ordre dominant, l'armée, la police, qui ne sont pas là, mais qui sont précédés par ces fanfares, ces porte-drapeaux, ces porte-tambours, ces chefs d'orchestre. Voilà, on sait que, comme les photos, la colonisation est passée par là, que l'Occident, au-delà de la colonisation, l'Occident a laissé ses traces, et que quand on veut donner de la force à l'institution, on fait appel aussi à cette mémoire-là pour fabriquer de l'imaginaire collectif. Il y a les uniformes, il y a cette façon d'utiliser les baguettes de tambour, et donc comme un album, une sorte d'encyclopédie territoriale. Donc quelqu'un d'ailleurs dit c'est une façon de représenter le territoire, comme si entre carte postale et carte géographique, il y avait une espèce pas simplement d'homonymie, qu'on passait de carte postale à carte géographique sans rupture, ce que je trouve aussi très intéressant. De quelle façon on s'approprie un espace avec cette petite mosaïque de prise de vue. Et j'entends bien et je vois bien à travers ce commerce étrange, comme s'il y avait une énigme. Non pas un mystère, mais une énigme à déchiffrer. Donc il y a la construction d'une mémoire collective. Oui, d'un roman, d'un imaginaire qui est à charge, et dont cette cartographie fonctionne comme un film, comme au fond, presque comme une planche contact. Il n'y a pas que les cartes postales, il y a aussi les photographies de photojournalisme. Donc, bien sûr, des personnes comme Bouteflika, qu'on voit jeune, mais on sait bien qu'il est encore là, Boumedienne, qu'on n'a pas oublié, qu'on reconnaît aussitôt, ou des figures étonnantes que j'ai repérées au milieu. Tout d'un coup, il y a Fidel Castro ou Che Guevara qui sont là. Mais c'est vrai que moi qui suis retournée en Algérie en 69, lors du grand festival panafricain, il y avait les Black Panthers, il y avait la présence communiste. Donc l'Algérie a été traversée par ces corps, par la mémoire de ces corps et par leur histoire. Donc ça va fonctionner là comme une sorte d'encyclopédie. Voilà, donc ça c'est la première partie du film. Donc ça c'est le commentaire du premier chapitre. Et puis la deuxième partie du film, en fait, on bifurque dans un concept qu'elle a développé, qu'elle appelle l'invu. L'invu, ce serait toutes ces images qui existeraient, mais qui n'auraient pas été données en commentaire. Donc pour moi, c'est des rushs. Voilà. Donc j'utilise en fait des séquences qui me tenaient à cœur, mais qui ne rentraient pas dans la narration de mon premier chapitre, et que je fais voir à travers un autre écran, c'est-à-dire une tablette. Donc c'est une autre manière de lire les images aussi. Et donc voilà, et là elle rentre aussi en commentaire. Et je vais avancer un tout petit peu parce qu'il y a une séquence qui est très très... qui est assez forte. Donc là c'est Wassila Tamzali, c'est une grande féministe algérienne. Tenir sur ces images bon, voilà, elle commence sa lecture. Alors, mais... part et à laquelle on voudrait... Admirable, excusez-moi. Donc là... The war is over. The peace has just begun. Peace
and independent. Bon. Ah, oh mon Dieu. Celle-ci. Et là, on me voit dans le dispositif. Bon, ben, le drapeau, il a une grande histoire, une belle histoire. Tu peux nous la raconter un petit peu? Mhm. Pour mobiliser les militants, il ne fallait pas aller les mains vides, mais il ne fallait pas non plus sortir ce drapeau au vu au su des Français qui allaient m'arrêter sur le coup. Donc, j'ai vu de visu comment il était ce drapeau, parce qu'on n'avait pas l'original. Et il fallait demander aux femmes avec qui nous étions de le coudre afin de mobiliser, de continuer le combat. Alors moi, je leur ai donné quelques éléments qui me restaient imprégnés quand j'ai vu le premier drapeau. Je leur ai dit, écoutez, il y a 2 rectangles, un bout de vert, un bout de blanc. Et puis, il y avait une étoile, bon, et il y avait la lune. La lune, bon, d'accord, la lune, elle descendait vers le blanc. Mais l'étoile, avec les 5 branches, il faut que les 2 branches soient collées au vert. Oui, c'est vrai. Ah ouais. Ah oui, oui, les 2 branches soient collées au vert. Voilà, je leur ai donné cette explication. Les pauvres femmes, ben, elles ont fait comme je l'ai dit. Ce qui est très beau dans la façon de fabriquer ces drapeaux, c'est le récit des gestes. Les gestes qui sont aussi des gestes d'ailleurs de couturière, hein, des gestes de fabrication. Et la non-exactitude possible du drapeau par rapport à l'idée d'un vrai drapeau dans son exactitude, c'est la vérité de ces gestes. Et la vérité de ces gestes l'emporte sur l'authenticité exacte du drapeau. La vérité des gestes, c'est que ces femmes, ensemble, se rassemblent pour fabriquer l'emblème de leur résistance et de leur révolution. Et que cet imaginaire commun, ce drapeau, il y a un drapeau imaginaire derrière le drapeau réel, et le drapeau imaginaire, c'est celui qui incarne la nation algérienne, la création d'une nation indépendante, la création d'une violence révolutionnaire et la création d'un futur unifié, d'un peuple, d'un rassemblement populaire. Et la façon dont... Voilà, donc vous avez compris un peu le processus et le dispositif que je mets en place. Donc voilà, après elle continue de commenter en fait, et ce qui est bon, donc ce film-là en fait, je l'ai fait en 2018, donc c'était avant le Irak algérien, donc le mouvement, c'est comme ça que ça se traduit. Et moi, la première chose qui m'a... Donc voilà, et le film se termine par... Je vous montre quelques images. Le morceau voilà, qui par tous ces drapeaux algériens qui ont été cousus par ces femmes. Séparables, du coup, autonomes. Voilà. Et pour dogmatique, voilà, c'est pas... Le drapeau algérien, c'est pas la fossile. Donc en tout cas, elle commande tous ces drapeaux et on voit à l'image des images d'archives où on voit toutes ces femmes qui sortent leurs drapeaux, qu'elles ont cousus à la main avec toute leur énergie et la manière dont elles le projetaient. Et en fait, et ce qui a été troublant, c'est que donc, en 2019, quand les manifestations ont commencé, ce qu'on a vu, c'est les drapeaux. C'est les drapeaux qui unifiaient encore un peuple et qui marchaient dans la rue. Donc le 3e chapitre, et là je vais être très très court, je vais juste vous montrer une petite séquence. Le 3e chapitre, il est très féministe, hein, il questionne, donc je mets en avant plutôt les femmes. Donc voilà, en fait,
Là, littéralement, en fait, on retrouve Marie-Josée. Elle est passée à travers l'image. Elle se retrouve à Alger, devant le kiosque. Ça commence, en fait, tout ce chapitre-là a été construit sur l'image manquante, parce qu'on a tous des images manquantes, en fait. Donc, son père était peintre en Algérie, et donc il a des œuvres au musée des Beaux-Arts d'Alger, auxquelles elle n'a pas eu accès. Donc, on essaie d'avoir accès à ces peintures. C'est compliqué. Et donc, ça fait comprendre en souterrain, en fait, comment ce pays... l'accès aux images qu'on peut avoir dans ce pays, et donc pourquoi. Et donc on revient à la première partie, pourquoi ce kiosque est si essentiel, et pourquoi en fait ça devient un commerce de nécessité. Et puis, donc voilà, il y a toute une partie comme ça sur ce kiosque qui n'est pas là à ce moment-là, sur les œuvres de son père. Et puis après, elle rencontre cette photographe algérienne dont je vous ai parlé un petit peu auparavant, qui s'appelle Louisa Ami, et qui travaille toujours en Algérie, enfin qui essaie. Et donc elle commente les images de Louisa. Voilà, cette partie-là. Le film, lui, dure 45 minutes, donc je vous montre simplement comme ça un peu des images. Et je vais essayer de vous montrer une séquence qui me tient vraiment à cœur. Donc après, on part sur Assia Djebar. C'est pas du tout linéaire. C'était son producteur. On voit les négatifs de Louisa Ami. Et voilà, je voulais juste vous montrer cette petite séquence pour faire le tour avec le drapeau algérien. Ainsi, dans l'Algérie muette, toutes les vieilles, chaque nuit chuchotée, et l'histoire contée se répète, merveille dans le songe d'enfance attentif, et l'histoire se répète à côté de la braise, avec des mots prisés et des voix qui se cherchent. Pendant très longtemps, la Révolution n'a été racontée dans l'historiographie algérienne qu'à travers les hommes. Voilà. Donc vous comprenez qu'il y a plein de strates. Pardon, vous comprenez qu'il y a plein de strates dans ce film et on passe, donc voilà, comme je vous l'expliquais, c'est une narration qui n'est pas du tout linéaire. On passe vraiment d'un territoire à un autre territoire, qui vous l'aurez compris, est quand même assez polyphonique. Voilà, en termes de voix, de point de vue et de narration. Donc je vais revenir sur mon PDF. Pardon, désolée, je vais poser le micro. C'est un métier, hein. Ouais, c'est un métier. Bah, je suis pas baissée vraiment du tout. Donc je sais pas comment faire avec ça. Voilà, donc c'est...
C'est un autre projet qui s'appelle Stream of Stories, donc le flux des histoires. Et pour la faire de manière rapide, c'est les sources orientales dans les fables de La Fontaine. Donc quelque chose dont on ne nous a pas beaucoup parlé à l'école. Les fables de La Fontaine, tout le monde voit ce que c'est. On apprend tout ça par cœur, un peu, de manière naïve. En fait, il faut savoir que ça vient d'Inde, ça vient du 3e ère avant Jésus-Christ, ça s'appelle le Panchatantra. C'est un traité politique, c'est comment apprendre aux jeunes princes à diriger leur royaume. Les Perses entendent parler de ce texte. Ils envoient un émissaire, donc le premier traducteur, qui s'appelle Bourzouillet, qui est un médecin, qui soi-disant va chercher une herbe médicinale en Inde et qui va se rapprocher du pouvoir et du Raja pour avoir accès à ce texte. Donc il le ramène au bout de certaines années en Perse. Et son roi, Anushirwan, le remercie d'avoir accompli cette mission. Il lui offre tout l'argent qu'il veut. Et Bourzouillet n'en veut pas, en fait. Ce qu'il veut, c'est avoir un chapitre au début du livre qui parle de son histoire. En fait, il demande son droit d'auteur. Moi, c'est comme ça que je le lis. Et donc, voilà. Et puis, les Perses envahissent... les Arabes envahissent la Perse. Ils veulent aussi ce texte. Et ils demandent à Ibn al-Muqaffa d'en faire une traduction. Et donc il va l'augmenter, ça sera le premier texte de prose en arabe, et qui va avoir tellement de succès qu'il va être traduit en 57 langues, qui sait que ça va se répandre jusqu'à chez nous, par une version latine. Voilà, et donc c'est très étrange, puisque La Fontaine, en fait, dans les fables choisies, à partir du livre 7, il y a un petit avertissement. Donc effectivement, pour toute la première partie, il s'inspire d'Ésope, et ça, on nous en parle un tout petit peu à l'école. Mais à partir du livre 7, il remercie le sage indien Pilpay d'avoir nourri le reste de ses fables. Donc je me suis posé la question, mais tiens, pourquoi est-ce qu'en fait, on ne nous parle pas aussi de cette influence orientale? Donc en fait, ça a donné tout un tas de pièces assez différentes, formellement. En tout cas, là, le display, on va dire, la scénographie, c'était une sorte de livre ouvert, comme ça, qui traverse l'espace, qui est assez sculptural. Et sur lequel on peut voir des manuscrits, des reproductions de manuscrits, puisqu'on a pratiquement tous, les Kalila Wadimna, donc qui est la version arabe, et les Anwari Swahili, qui est la version perse, à la BNF. Et avec de très très belles illustrations et iconographies. J'ai fait aussi une sorte d'intertexte, en fait, sur une fable qui s'appelle Les animaux malades de la peste, qui je trouve fonctionne assez bien de manière contemporaine. Je ne sais pas si vous en souvenez. Haro sur le baudet. Donc le baudet, c'est le nouvel arrivant. Et voilà, je fais tout un travail en fait d'iconographie. En fait, je vais chercher par rapport à une même fable. Et il y en a, par exemple, sur La tortue et les deux canards, qui est une fable qu'on retrouve dans pratiquement toutes les versions. En fait, je vais chercher toutes les iconographies et je fais une sorte de montage Photoshop. En fait, c'est un collage numérique. Et donc, je vais mélanger différentes strates iconographiques. Donc là, par exemple, en fond, c'est pas Grandville, là, j'ai un trou. Bon, là, j'ai un trou, en fait. Et donc, en fait, je vais mélanger les iconographies de La Fontaine avec les iconographies du Kalila Wadimna et de l'Anwari Swahili, en fait. Bon, et donc, le cartel est aussi, en fait, fait partie de l'œuvre. Donc, je donne toutes les sources de toutes les images. Voilà. Et après, c'est enluminé à la feuille d'or. Donc, en fait, ça questionne aussi cette idée de copie d'original. Qu'est-ce qui fait copie? Qu'est-ce qui est original? Je fais aussi donc tout ce travail d'intertexte, en fait. Donc là, par exemple, c'est sur les animaux malades de la peste, avec la version du Panchatantra, la version du Kalila Wadimna, donc la version arabe, et la version La Fontaine. Et en fait, on se rend compte qu'en fait, ce texte, en fonction des territoires, les animaux changent, les morales changent. Donc en fait, il y a tout un mouvement qui se passe à travers le texte aussi. L'intertextualité, c'est une notion que Julia Kristeva a beaucoup développée. Et qui revient à cette histoire du tiers-espace et du milieu. Qu'est-ce qui se passe entre deux textes? Et alors, il y a deux films aussi.
Donc un qui est particulièrement, dans lequel on voit Clara Chabalier, qui est une comédienne, metteur en scène avec qui je travaille beaucoup, interroger des spécialistes, en fait, donc sur la traduction. On voit la spécialiste de la version perse qui nous a parlé de tout l'aspect politique qu'il y a dans ses fables, Omar Berada qui est traducteur et qui nous parle de sa notion de la traduction. Qu'est-ce que ça veut dire que de traduire, en fait? C'est de faire passer, c'est pas de faire passer un texte d'une bouteille vers une autre bouteille. Ça demande une interprétation. Voilà, ça c'est votre travail aussi. Et c'est le mien aussi. Voilà. Et puis, donc il y a une nouvelle pièce en fait qui a été réalisée pour l'exposition. J'ai demandé à Chloé Delhomme, qui est autrice en fait, donc je lui ai raconté ce projet et elle m'a fait en fait un texte tout en vers en fait. Donc on peut s'asseoir sur un petit banc, on l'entend et on peut lire et partir avec ce petit livret qui est son interprétation à elle de tout ce projet et de tout ce que j'ai mis en place. Voilà. Donc, et ça s'appelle « On nous l'a dit et on l'a cru ». Et ce texte, on va le mettre en scène, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de formes, dans une pièce de théâtre. Donc ce sera la nouvelle forme de ce projet sur lequel on est en train de travailler et qui va s'appeler Stream of Stories « On nous l'a dit et on l'a cru » et qu'on va montrer à la MC 93 à Bobigny fin mars, début avril. Voilà. Parallèlement, je travaille aussi sur un autre projet, sur d'autres aussi, hein, mais bon voilà, je fais une sorte de compilation hyper rapide que j'aime beaucoup, qui est encore un autre territoire, qui est celui de la musique, qui est toujours lié un peu à l'Algérie, qui s'appelle Yaraï. Donc ça a commencé par un film où on voit un personnage justement entre deux territoires, entre Oran et Barbès. Oran, c'est le berceau du rail. Le rail, c'est de la musique algérienne, en fait, qui est en fait à la base une musique politique et qui est aussi très intéressante parce qu'en fait c'est un répertoire de chansons qui date du début du siècle. D'ailleurs, je fais une conférence à ce sujet que j'ai appelée mon anthologie du rail. Ça c'est aussi pour vous montrer de quelle manière en fait j'aime bien à partir d'un sujet développer des formes complètement différentes. Et donc voilà, donc ça peut donner aussi lieu à une conférence où j'explique toute l'histoire de cette musique qu'on connaît très peu. En fait, on pense que le rail c'est Khaled et que ça commence dans les années 70. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça date du début du siècle. C'est une musique, ça vient de la poésie chantée, du melhoun. Et en fait, c'est une musique qui a été utilisée par les premiers indépendantistes algériens pour en fait diffuser le message de l'indépendance à travers tout le territoire. Et donc ils utilisaient en fait ces sortes de griots qui passaient de campagne en campagne et qui donc chantaient des textes de propagande pour l'indépendance. Voilà. Et puis en fait ce répertoire du début du siècle, il est par exemple Sab el Baaloud, qui est un des premiers textes, en fait est du coup réinterprété en permanence par des chefs, des shebas, des sheikhas, donc qui sont ces chanteurs de rail. Et donc voilà, je trouve ça aussi assez beau, cette idée d'une sorte de répertoire comme ça, qui date du début du siècle, mais qui en fait est en réinterprétation permanente. Voilà. Donc je ne sais pas s'il nous reste 2 minutes. Je vous montre un tout petit extrait de Yaraï. Et voilà, et puis aussi je fais toute une collection de cassettes de rail qui sont hyper intéressantes. Et qui sont parallèles comme ça à cette histoire de personnification en fait au travers de cette musique et d'esthétique étrange. C'est la musique pop? Pas que. Mais oui, c'est populaire au sens populaire, oui. Ouais. Au sens populaire, ouais, elle est pop, mais elle peut être. Donc il y a différentes strates dans le rail. Et puis en fait maintenant c'est aussi une musique transgenre par exemple. Le rail queer. Ouais. Ouais. En fait le rail c'est du punk. Enfin moi mon interprétation du rail c'est que le rail c'est de la musique punk. En fait c'est une musique underground, c'est une musique qu'on écoute, qui de toute manière dès le départ en fait parce qu'ils utilisent la derija, donc c'est le patois algérien, c'est la langue vernaculaire en fait que les Français ne comprenaient pas. C'est pour ça que c'était utilisé aussi par les indépendantistes, puisque les Français ne comprenaient pas les textes. Et puis en fait maintenant c'est utilisé par toute la subculture en fait.
parce que le rail, c'est pas une musique qu'on écoute à la maison, on écoute ça sur les postes-cassettes, en bas des maisons, dans les cafés, dans les voitures, ou sur les Walkman, en MP3. Et puis c'est une musique qu'on écoute en groupe dans les cabarets, qui sont un peu des lieux où on boit de l'alcool, où il y a de la prostitution. Donc voilà, c'est une musique que moi je qualifie un peu de punk. Underground. Voilà, c'est ça. Alors bon, je sais pas si... J'aurais pu finir sur un morceau de rail d'ailleurs. Ah oui. Je sais pas si on a internet. Ah oui, on a internet, on est moderne. On va faire ça en fait, je vais pas vous montrer mon film. Si, les deux. Un petit peu, alors un petit bout d'Iraï. Yaraï, ça veut dire mon opinion, ma liberté. واللي عشقها يعداها اللي مندوني في وسط الناس واللي عينك في اللوط الراسي البضة الغالية ولا تنحاس والدوم اللي كانوا في Ça s'installe un peu comme un western, hein. Après ça change, j'avance un peu. On a vu Cheikh Rahimiti, qui est vraiment une des protagonistes. Elle a commencé dans les fin des années 50 et qui est une des qui est morte il n'y a pas très longtemps. Et donc voilà, on voit qu'elle parle de sexualité, de whisky, enfin bref, en fait, donc c'est pour ça que je vous disais que c'était une musique underground. En fait, tout ce dont on ne peut pas parler, en fait, on en parle dans le rail. Voilà. On passe de l'autre côté à un moment donné. On se retrouve à Barbès, qui est le milieu.
Donc voilà, un peu les territoires polyphoniques qui m'intéressent.